Donc, on est 10. Bonjour. Ici, c'est pas comme les réunions de collégiales, etc., ou syndicats. On n'a pas besoin d'avoir un numéro minimum des présents pour commencer. Et donc, je disais, en raison des inscriptions et de ces soucis de la coordination, je ne suis pas tout à fait, ou je ne consacre pas tout mon temps cette semaine au cours. Donc, je n'ai pas encore réussi à tout faire au niveau de la salle des cours virtuelle. Donc, pour ce cours des romans, j'ai réussi à bien avancer. Je partage ici l'écran pour vous montrer euh, l'état actuel de notre salle virtuelle de romans. Donc, vous voyez déjà mon écran. Je passe ici, voilà. Et donc, ouais, je fais un petit tour ici juste pour vous montrer au cas où vous vous sentez un petit peu perdu. Donc, ici, voilà. Vous avez ici cette timeline de la salle de cours. C'est l'onglet postages de ce canal général. Je vais créer ici, à côté, comme dans le semestre dernier, d'autres canaux pour les livres de la dissertation. Et comme ça, on peut s'organiser et faire des activités en groupe en utilisant des différents canaux ici à gauche. Sinon, vous avez les programmes ici, mais le programme est aussi disponible dans l'onglet Archives ou Archives en portugais. Et je profite pour vous montrer ici, j'ai déjà créé les fichiers. J'ai déjà mis ici une bibliographie, la bibliographie obligatoire du cours, c'est-à-dire les romans, Chanson douce de Leila Slimani, Soumission de Michel Houellebecq, L'événement de Dany Ernaud et Tropisme de Nathalie Sarraute. En même temps, vous allez voir, vous allez retrouver une bibliographie complémentaire. D'accord? C'est de la bibliographie critique que je vais mobiliser pendant la discussion de ces livres. Mais c'est de la bibliographie complémentaire, ce n'est pas obligatoire. Obligatoire ici, c'est la lecture des romans, comme vous le savez déjà. Et ici, tout en bas, romans, livres pour la dissertation, ce sont les livres de la dissertation, comme je vous ai expliqué mardi. Donc, nous avons ici l'Africain de l'Ecclésio, Dora Bruder de Modiano, Extension du domaine de la lutte de Houellebecq, L'amant de Marguerite Duras et La jalousie de Rod Grillet. En même temps, je reviens ici dans l'onglet Postages. Je vous demande de faire attention. Ici, à ce post que je fais avant-hier ou hier, je ne me souviens plus, c'est le lien pour les tableaux sur Google Drive dans lesquels vous pouvez, ou vous devez en fait, signer votre nom devant les livres que vous aurez choisis pour la dissertation. Je vous demande ça parce que j'ai vu que vous n'êtes pas très nombreux à avoir déjà choisi ce livre. D'accord? J'ouvre ici Google Drive. 2 secondes parce qu'il me demande d'entrer mon
mot de passe. Voilà, livre pour la dissertation. Donc, vous pouvez suivre le lien et comme le document est éditable, vous pouvez librement signer votre nom. Donc, je vois ici, pour l'instant, Cécile, Daniel et Emily ont déjà choisi le livre. Donc, je vous demande de ne pas trop tarder à faire ce choix parce que, comme vous savez, euh, dans ce premier mois et demi de cours, vous devez lire deux livres en même temps, le livre de la dissertation et le premier roman commun et obligatoire à tous et à toutes, Chanson douce de Leila Slimani. D'accord? Euh, En plus, dans notre salle virtuelle, j'ai mis ici cette vidéo de présentation de la salle virtuelle, de la salle des cours virtuelle. C'est une vidéo que j'ai faite le semestre dernier, raison pour laquelle c'est marqué ici roman, poésie 2020, premier semestre, mais je vais organiser la salle virtuelle telle qu'elle. D'accord? Donc, ça va. Et ici, vous avez aussi une vidéo euh, expliquant chaque étape de la dissertation, mais je vais revenir à plusieurs reprises dans l'explication de la dissertation, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez, il y a cette vidéo ici, surtout pour ceux qui ont des questions, vous n'êtes pas sûr euh, de comment organiser, de comment euh, comprendre ce qui est la dissertation. En plus, dans cette vidéo, je vous donne des exemples de comment faire la dissertation. Et voilà, finalement, ici, c'est le lien de ce cours synchrone d'aujourd'hui. D'accord? Et je reviens, je finis le partage d'écran ici. Et donc, on entre dans comme on dit, dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je partage encore une fois l'écran, mais concernant une autre partie. Donc, vous avez ici le programme du cours que je vous ai montré mardi. Et ce qui est prévu pour aujourd'hui, c'est cette introduction. En fait, aujourd'hui, c'est le premier cours de l'introduction et on aura encore un cours la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine. Pour ceux et celles qui n'étaient pas présents mardi, cette semaine, nous avons cours le 11, ou nous avons eu cours le 11 et nous avons cours aujourd'hui parce que j'ai dû annuler les cours de la semaine dernière en raison de la coordination et je ne voulais pas rater complètement ces cours. Raison pour laquelle j'ai présenté le programme mardi et aujourd'hui, on commence déjà cette introduction. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler. Jobim, il contribue déjà au cours, mais faire cette introduction sur le roman en tant que genre littéraire. Et avant de commencer, avant d'entrer ici euh, dans comme mardi, Daniel a bien dit que j'aime bien euh, vous apporter des extraits de textes dans les cours et lire ensemble et expliquer
Je vais le faire un peu aujourd'hui. Mais avant de partir à cette exposition du sujet, j'ai quelques questions à vous poser. Je voulais vous écouter un petit peu librement, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de participer. D'abord, je voulais savoir ce que vous comprenez par roman. Qu'est-ce que vous comprenez comme genre littéraire roman? Est-ce que quelqu'un veut partager ses idées avec nous? Pour l'instant, c'est libre participation. Dans quelques minutes, je commence à demander directement, d'accord? Gabriel Oliveira, tu es là? Gabriel, Fernanda? Parce que sinon, je vais demander toujours à Danielle, et je sais qu'elle participe, mais je vais t'épargner quand même, Danielle. Euh, donc, voilà, j'attends encore une participation à propos de la définition de roman. Une définition, là, je ne vous demande pas une définition théorique, mais plutôt une définition intuitive, sans recourir à des théoriciens ou d'autres. Qu'est-ce que vous comprenez par roman de manière intuitive? Alexandre, je vois que... Oui, oui. C'est un genre de prose qui raconte une histoire plus longue que les contes. Et c'est un... Je ne sais pas expliquer qu'est-ce que c'est, honnêtement. Non, tu as bien commencé. Ouais. C'est la base, un genre de prose qui raconte une histoire dans une période plus étendue que dans un conte. Mhm. Je pense là. Ouais, nous avons cette définition ou cette différenciation classique entre conte, roman et nouvelle qu'utilise cette idée de euh, le roman, c'est une histoire plus longue avec normalement avec un seul noyau d'aventure, on peut dire, ou d'action, n'est-ce pas? Les contes, c'est une histoire plus courte. Euh, on retrouve même certaines définitions qui définissent plus ou moins la quantité des pages vers ça. Et une nouvelle, la nouvelle serait d'une extension intermédiaire entre les contes et les romans. Par contre, on peut avoir des romans à 60 pages, 80 pages, comme nous avons des romans comme Proust, plusieurs volumes, de chaque volume à 300 pages, 400 pages. Et c'est une espèce de roman fleuve, comme on dit. Oui. Donc, ça, c'est la question ici, Alexandre, c'est que tu vas voir que toute définition est passible d'être problématisée, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si on prend un conte comme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, c'est un conte hyper long, hyper long. Peut-être on peut l'associer à une nouvelle,
mais peut-être pas parce que l'action, elle est centrée sur ce personnage d'Auguste Matrague, mais pour un conte, c'est super long. Je ne l'ai pas ici chez moi, mon édition de Sagaran, mais je pense que ce premier conte du livre Sagaran, il doit compter 100 pages à peu près. Donc, les contes, A Hora e a Vez de Auguste Matraga de Guimarães Rosa, peut-être est plus long que certains romans qu'on va lire dans cette discipline. Donc, le critère extension, ça fonctionne, mais pas toujours. N'est-ce pas? Un autre critère que tu nous as apporté, c'est un texte en prose ou en prose. Il y a les deux possibilités de prononciation. Ça dépend de l'accent au sud ou au nord de la France, par exemple. Oui, c'est vrai, mais nous avons aussi des romans en prose poétique ou en vers, n'est-ce pas? Et quand j'apporte ici, comme tu as bien dit, l'idée d'une histoire racontée en prose, c'est très bien. Mais nous avons aussi des histoires racontées en vers, comme l'épopée, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est déjà une autre distinction importante, cette différence entre l'épopée classique. Nous avons aussi l'épopée moderne. On peut y ajouter dans l'épopée moderne le livre de Camões, c'est Lusíadas. ou Lusíada en français. Ou même, quoi d'autre? Il y a même des écrivains plus contemporains qui écrivent aussi des espèces d'épopées. Mais l'épopée, à la différence d'un roman, elle nous apporte aussi une conception de monde pas forcément fantastique, mais quand même une conception de monde, une cosmologie un peu différente de cette vision de monde prosaïque du roman moderne, il faut le dire. Et l'épopée classique aussi, elle a quand même, dans l'épopée, c'est aussi important de dire ou de remarquer la caractéristique de fondation d'un peuple. Assez souvent, on retrouve dans les épopées cette explication de la fondation d'un peuple. C'est qu'on ne va pas retrouver dans les romans modernes. Les romans modernes, c'est assez souvent, comme on va voir aujourd'hui, ça peut être le suivi d'une partie de la vie d'un certain personnage. Certains romans, par exemple, racontent un jour de la vie d'un personnage et pas toute la vie de la naissance à la mort du personnage. Donc, ce que je vous apporte ici, ce sont des définitions, mais des définitions limitées. Elles n'arrivent pas à nous donner une idée précise de ce qui est le roman. Et peut-être, en parlant des genres littéraires, le roman aujourd'hui, peut-être, c'est les genres littéraires les plus complexes et le plus inclassable, n'est-ce pas? Parce que en tant que forme, il a plusieurs possibilités, n'est-ce pas? La poésie aujourd'hui, même si nous avons eu dans le passé, un passé récent ou un passé des 2 siècles, nous avons eu des différentes expériences poétiques. On revient toujours à l'idée du vers, à l'idée
la distribution de mots sur la page, à l'idée du rythme, parfois de musicalité ou rime, c'est pas toujours qu'on aura métrique non plus, ce n'est pas toujours qu'on aura de la métrique dans un poème. Mais si on essaye de parler d'une forme du poème, peut-être on aura un peu plus de consensus qu'en parlant de la forme du roman. Et comme j'ai commencé à, à vous montrer, je vous ai montré un petit aperçu de chaque roman qu'on travaillera dans ces cours. J'ai essayé de choisir des romans contemporains, en quelque sorte, qui ont des formes différentes, n'est-ce pas? Un récit à la troisième personne, un récit à la première personne, des récits à personnages bien définis, bien dessinés, et des personnages. J'ai essayé de ne pas trop parler de tropisme de Nathalie Sarraute, mais la question que je vais vous poser au bon moment de la discussion sur tropisme de Nathalie Sarraute sera ça. Comment délimiter ou comment dessiner les personnages de ces romans? Ne vous inquiétez pas parce que je vais vous reposer cette question d'ici 3 mois, quand on discutera à Nathalie Sarraute. Parce que vous allez avoir cette expérience de lire un roman qui raconte une ou des histoires dont les personnages, vous n'avez pas trop de précision. Ou peut-être un autre roman connu de la littérature brésilienne, c'est, peut-être je ne peux pas l'appeler roman, mais pensez au livre Água Viva de Clarice Lispector. N'est-ce pas? C'est en prose poétique. Peut-être l'idée de personnage n'est pas très claire. L'idée de histoire aussi, ou l'histoire non plus, n'est pas aussi délimitée. Alexandre, tu veux dire quelque chose? Non, non. Ah, d'accord. Pardon. Non, c'est juste parce que ton image est revenue ici. Et donc, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Pardon. Non, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Mais on peut partir de des idées apportées par Alexandre. Un récit, c'est-à-dire une histoire narrative racontée. En prose, normalement, oui, mais c'est possible d'avoir un récit en vers. C'est aussi possible Daniel, je te donne la parole dans 2 minutes. Donc, un récit, une histoire racontée, en vers ou en prose, d'une certaine longueur. Ça peut être un roman court, un roman long. D'autres éléments qu'on peut retrouver. Cette histoire racontée, elle est située dans un temps et dans un espace, et c'est l'histoire racontée par quelqu'un sur quelqu'un. Parfois, c'est le narrateur qui raconte sa propre histoire, et parfois, c'est un narrateur qui raconte l'histoire d'une autre personne, d'un autre personnage. N'est-ce pas? Daniel, vas-y. C'est juste une question par rapport au mot récit. C'est un synonyme de roman? Non. Oui et non. En fait, on peut je vais le traduire et peut-être comme ça, ce sera plus clair. Une traduction par roman, évidemment, c'est romance. Et récit, on peut le traduire comme relato ou narrative.
D'accord? Et ça, c'est important parce que c'est une autre question que je vais vous apporter aujourd'hui. C'est la fiction ou le statut fictionnel du roman. Et pourquoi il faut faire cette différence entre roman et récit? Parce que le récit n'est pas forcément fictionnel. Je peux vous raconter le récit de ma vie. Et comme je disais mardi, le livre de Annie Ernaux, L'événement, ce n'est pas un roman au sens strict. C'est plutôt un récit autobiographique. D'accord? Ce n'est pas même un récit autofictionnel. Non, c'est un récit autobiographique. Elle raconte une expérience vécue. Donc, le livre de Annie Ernaux, il n'est pas du côté de la fiction, il est du côté de l'autobiographie. Mais l'autobiographie et les romans, ce sont des récits, c'est-à-dire des histoires racontées, des histoires narratives, n'est-ce pas? Et je vais entrer dans ces domaines-là aujourd'hui. Et attends, voir s'il y a d'autres choses. Non, ça va. Et donc, je vous pose, en fait, ta question, Daniel, a anticipé un petit peu cette discussion sur le fictionnel. Donc, je vous ai demandé une définition intuitive des romans. Et là, je vous demande une définition intuitive de la fiction. Qu'est-ce que la fiction, à votre avis? Est-ce que quelqu'un avant Daniel veut, Jobin aussi, il veut nous dire ce que c'est la fiction. Alors, est-ce que quelqu'un veut participer, veut partager ses opinions à propos de la fiction? Qu'est-ce que la fiction, à votre avis? Patrícia, Rodrigo, Giovana, Ana Caroline. Je pense que la fiction, c'est un genre narratif. C'est un narratif imaginaire, irréel, qui raconte une aventure, dans un continent qui n'existait pas, un narratif spatial. Mm-hmm. Encore quelque chose d'autre? J'ouvre ici 2 secondes. Je te donne la parole. C'est Iris. Iris, c'est toi qui voulais dire quelque chose? Non, non, c'est Isabelle. Ah, d'accord, Isabelle. Et donc, je pense que la fiction est un genre que prendre une photographie de l'imagination des êtres humains. Je pense que c'est une photographie de notre tête parce que nous créons des histoires, mais c'est une photographie de nos réalités. Donc, nous de notre réalité. Pardon? Une photo de notre réalité. Ouais. Oui, oui, oui. Oui. Mm-hmm. Merci. Une photo de nos réalités. D'accord. OK, de nos réalités. Voilà, je note. je prends note ici. C'est le chat. Ils font le bordel ici. Encore quelqu'un d'autre? Gabriel, tu peux me redire un peu ce que tu as dit? Tu as dit c'est quelque chose, une histoire
raconter, le irréel, l'imagination, la fantaisie. Ah oui, je pense que c'est un genre littéraire qui raconte une aventure réelle, je pense que c'est une aventure là, comme par exemple un Harry Potter, c'est une Mhm. fiction, ou D'accord. comme, Oui. Merci, j'ai déjà pris note ici. Daniel, Alexandre, vous voulez aussi dire quelque chose de plus? Non, non, c'est ça. C'est une histoire imaginée. Euh, je pense que c'est ça. D'accord. Voilà. Moi, Daniel? moi, je vais miser sur les mots imaginaire, imagination, euh, une histoire fictionnelle, c'est une histoire, comme la collègue a dit, la photographie de la réalité qui nous vivons dans notre tête, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, d'accord. Donc, peut-être, Daniel, tu vas te souvenir de cette discussion entre imagination et je vais ajouter ici l'idée de image, imagination que vous avez apporté et imaginaire. D'accord? Ce sont trois mots qui partent de la même racine, image. Et je vais essayer de définir plus ou moins chaque mot, chacun de ces trois mots, et on essaye d'entrer dans la discussion de la fiction, qui est en fait une discussion euh, assez intéressante, assez complexe en même temps, euh, et peut-être, je ne sais pas, peut-être euh, peut-être la notion de fiction, euh, là, j'ose dire que l'idée de fiction, peut-être, c'est une des idées qui définissent les mieux la potentialité de l'être humain, n'est-ce pas? Parce que assez souvent, aujourd'hui, on essaye euh, de nous rappeler à nous-mêmes que nous sommes une partie de la nature. Là, je commence à aller un peu trop loin, mais c'est pas pour changer ou pour fuir, pour échapper le sujet. Mais nous avons aujourd'hui cette discussion qu'il faut rappeler les hommes, les femmes, que nous sommes partie de la nature. À un moment donné de l'histoire humaine, surtout peut-être le XVIIIe siècle, avec toute la discussion des Lumières, de l'illuminisme, etc., la raison. Et nous sommes compris en tant qu'êtres, que des êtres rationnels. Euh, et on a commencé à se penser comme à une certaine distance de la nature, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on essaye de faire l'exercice opposé et de se remettre dans une position de partie ou de participant de la nature avec d'autres animaux, raison pour laquelle même aujourd'hui, non, on parle des droits des animaux, comme nous avons les droits de l'homme aujourd'hui. Et pourquoi je parle de ça? Parce que la notion de fiction, euh, on peut commencer par la mettre en opposition à la réalité, euh, mais la littérature en tant que telle, euh, elle n'est pas tout à fait
du domaine de la fantaisie, de l'irréel et de la fiction. Je ne mets pas le mot fiction là, parce qu'en fait, la fiction n'est pas seulement du côté de quelque chose imaginé. D'accord? On va entrer un petit peu dans le côté de quelles sont les conséquences dans notre vie pratique de cette imagination fictionnelle, quels sont les effets de cette, de cette imagination fictionnelle dans notre vie individuelle et sociale, et pourquoi pas spirituelle. Parce que pour certains écrivains, certains théoriciens, on va même avoir une idée un peu plus spirituelle de la littérature. C'est-à-dire que la littérature nous aide à accéder à d'autres sphères de notre existence, on peut dire un peu comme ça. Donc, là, je mets image d'abord. Image, je ne comptais pas entrer dans ces niveaux de détail, mais pour entrer dans l'idée de image, je vais parler un petit peu de mimèse ou mimésis. C'est un concept, peut-être vous avez déjà entendu parler, qui commence à être développé par Platon dans le mythe de la caverne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et pourquoi pas, vous connaissez, j'imagine, vous connaissez ce mythe de la caverne de Platon. Ce sont les hommes qui sont prisonniers dans une caverne et ce qu'ils voient, ce sont les ombres ou parce que ce n'est même pas les reflets de la réalité à l'extérieur de la caverne. Ce sont les ombres projetées par la lumière contre eux, je dirais. Et comme ça, nous avons ces ombres projetées au fond du mur de la caverne. Et cette idée de mimésis, selon Platon, il utilise de ce mythe de la caverne pour parler du monde idéal et du monde perçu de la réalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la réalité telle comme nous la percevons, c'est une réalité limitée, n'est-ce pas? Parce que la réalité, c'est-à-dire c'est une réalité un peu une réalité pas parfaite, disons, n'est-ce pas? Parce que la réalité parfaite, la réalité, je mets entre guillemets, serait la réalité idéale dans sa perfection. Donc, c'est-à-dire, selon Platon, nous avons un monde idéal et le monde réel en tant que monde imparfait. Et quelles sont les conséquences de cette conception de ce mythe de la caverne et du concept de mimésis pour la littérature et pour la fiction? L'idée, c'est que d'une certaine façon, la littérature, surtout la littérature narrative fictionnelle, elle reproduit d'une certaine façon la réalité. Ça, c'est une conception de littérature possible, n'est-ce pas? C'est-à-dire la littérature est la représentation de la réalité. D'accord? Donc, une des possibilités de traduction du mot grec mimésis ou mimèse, c'est représentation. Après, dans l'Empire romain, on traduit dans le latin les mots mimésis comme imitatio. Donc, ça renforce l'idée de imitation, c'est-à-dire il y a un monde idéal qui est imité par l'art ou
La réalité, c'est déjà l'imitation d'un monde idéal. Mais la réalité en tant que telle, elle n'est pas parfaite. Et le monde idéal serait parfait. Et ça, c'est important pour dire, pour essayer de comprendre où nous sommes dans la littérature, parce que pendant des siècles, nous avons travaillé, nous avons produit, nous avons compris la littérature en tant que soit représentation de la réalité, soit comme imitation de la réalité. D'accord? Dans la modernité, nous arrivons à une conception un peu plus... je ne vais pas dire, je n'aime pas mettre en perspective pour dire que plus on avance dans les temps, plus on arrive à une définition meilleure. Non, je n'aime pas, je pense que ça, on risque de mécomprendre les concepts. En fait, l'idée de littérature en tant que représentation ou en tant qu'imitation ont été valables pour le système des pensées d'autres époques. Aujourd'hui, l'idée de fiction que nous avons, donc j'arrive à cette idée de image. Donc, image, c'est un dessin ou, comme vous avez dit, une photo de la réalité. On peut essayer de dire un peu comme ça. Ou sinon, une image, c'est une description picturale de quelque chose, n'est-ce pas? On peut avoir une image d'une bouteille d'eau, n'est-ce pas? Ou je peux vous donner la définition des bouteilles d'eau, n'est-ce pas? La bouteille d'eau, c'est un récipient dans lequel on peut mettre à l'intérieur de l'eau. Il peut être, ou elle, la bouteille, elle peut être plus grosse ou plus fine, plus longue, plus petite, etc. Donc, je vous donne une définition et pas une image. On peut faire cette opposition entre la définition en tant qu'une description discursive et l'image en tant que description visuelle, n'est-ce pas? Et donc, je prends cette idée de définition ou description visuelle et on arrive à ces deux autres mots, l'imagination et l'imaginaire. L'imagination, en quelque sorte, c'est notre capacité à nous de créer des réalités à partir de notre esprit. Et quand je dis esprit ici en français, je parle du monde mental, d'accord? Parce que pas toujours, on ne traduit pas toujours esprit au portugais comme espírito, mais c'est possible de le traduire comme mente, d'accord? Donc, l'imagination, peut-être on peut la définir comme une faculté humaine de créer ou pour simplifier, l'imagination serait la faculté humaine de créer des mondes possibles, n'est-ce pas? Comme Gabriel a dit, comme Harry Potter ou Les Seigneurs des Anneaux, ce sont des mondes possibles. Là, nous sommes dans l'imagination en tant que faculté de création de mondes possibles, fictifs ou pas, n'est-ce pas? Et l'imaginaire, ici, il faut le dire, on peut avoir les mots imaginaire en tant qu'adjectif, c'est-à-dire un monde imaginaire, c'est-à-dire le monde imaginé, le monde, comme je disais tout à l'heure, je viens de le dire, le monde imaginaire, c'est un monde possible travaillé ou construit à partir de l'imagination. Mais nous avons aussi les substantifs, les noms imaginaires. Et là, c'est un concept plutôt sociologique, c'est-à-dire
je dirais, l'imaginaire en tant que substantif, en tant que concept, serait quelque chose comme une image collective commune sur quelque chose. Ça peut être sur la nationalité brésilienne, ça peut être l'imaginaire chrétien, judaïco-chrétien par exemple, ça peut être l'imaginaire masculin, l'imaginaire féminin, etc. C'est-à-dire une espèce de construction collective commune qu'on partage avec d'autres personnes plus ou moins semblables à nous-mêmes. Donc, ça forme une espèce de communauté à partir d'une idée commune. D'accord? J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Et pourquoi je parle de ces choses-là? Pour entrer surtout dans l'idée d'imagination. Et là, je vais profiter de la définition intuitive apportée par Gabriel. Gabriel nous a apporté l'idée d'aventure irréelle, imagination, voilà. Et donc, quand on parle de fiction en littérature, on n'est pas forcément dans un monde d'illusion ou dans un monde totalement imaginaire, inexistant. D'accord? Pourquoi je l'ai dit? Parce que là, je reviens dans les droits des animaux, l'effort actuel de remettre l'homme à sa place dans la nature. Pourquoi? Parce que la fiction, comme je disais, peut-être c'était une des caractéristiques définitrices, je dirais, de la nature humaine, c'est parce que on parle assez souvent que les animaux, ils ont aussi des sentiments, ils sont capables de construire, comme les abeilles, des vraies des constructions assez complexes, comme les colmeilles des abeilles. Par contre, ils n'arrivent pas à dépasser leur existence même, leur existence matérielle. D'après ce qu'on connaît des animaux, des insectes, etc. La fiction, elle nous permet, en quelque sorte, de dépasser la simple existence matérielle. D'accord? Donc, je suis là avec Gabriel encore. Quand il parle de monde irréel, imagination, aventure irréelle, la fiction nous permet de construire des mondes possibles. D'accord? Ça peut être un monde possible plus proche de la réalité que nous connaissons, et ça peut être une réalité complètement différente comme Pirates des Caraïbes, Les Seigneurs des Anneaux, Gulliver, etc. D'accord? Par contre, en tant que monde imaginé ou monde qui dépasse notre réalité, d'une certaine façon, si on commence à penser à une fonction de la littérature, parce que d'abord, on recule un petit peu, si la fiction, c'est la construction ou la production ou l'élaboration de mondes possibles, pourquoi on le fait? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi on écrit de la fiction? Pourquoi on écrit pour faire en sorte de créer des mondes possibles? Peut-être c'est pour nous aider à comprendre notre existence réelle et le monde dans lequel nous vivons. Et dans ce cas, je mets la fiction pas comme opposée à la réalité, mais plutôt comme
parallèles à la réalité. C'est bon? Donc, la fonction de la fiction n'est pas, elle peut être de s'évader, n'est-ce pas? D'oublier un peu le monde terrible dans lequel on vit, mais elle peut être aussi une façon de nous faire prendre conscience du monde terrible dans lequel on vit. Ça va? Vous suivez? Vous avez des questions? J'ai parlé peut-être un peu trop vite. Je me suis emporté dans mon discours. Vous avez des questions à poser? Alors, je continue. Et donc, Isabelle nous a apporté l'idée de photo de l'imagination des êtres humains ou photo de nos réalités. Et ici, je pense que j'ai développé un peu dans le même sens. Donc, l'idée d'image comme synonyme de photo, comme Isabelle nous a apporté ici, et photo de nos réalités, c'est-à-dire une image de nos réalités. Et si c'est une image de nos réalités, c'est une conception de la réalité que nous avons. Et quand on parle aussi de conception de la réalité, c'est clair que la réalité, en fait, dépend plus ou moins de la manière dont nous la percevons. Raison pour laquelle on peut avoir des différentes réalités, parce que en tant que différentes personnes, on voit, on comprend, on accède différemment à la réalité. Alexandre nous a apporté l'idée de histoire imaginée, n'est-ce pas? Peut-être du côté de la littérature fictionnelle ou du roman fictionnel, d'accord, on peut garder cette définition de histoire imaginée. Parce que il s'agit d'une construction de l'imagination, de la pensée, de l'esprit, d'une réalité discursive, textuelle, imaginée. On travaille avec l'imagination pour créer, pour écrire le texte. Par contre, dans ce qu'on comprend aujourd'hui comme littérature, l'idée de imaginer ou de imagination, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas à décrire toutes les manifestations littéraires, n'est-ce pas? Parce que comme je répondais à Daniel tout à l'heure, cette idée du récit en tant que histoire racontée, parce que vous voyez une histoire racontée, quand je dis tout simplement histoire racontée, ça peut être une histoire racontée réelle, imaginée, mythique, parce que vous voyez, si j'apporte l'idée de mythique, du mythe, on est encore dans une autre sphère de la réalité humaine, parce que ce n'est pas imaginé et ce n'est pas réel, ce n'est pas tout simplement imaginé et ce n'est pas tout à fait réel. Parce que quand on parle du domaine du mythique, c'est déjà, on mobilise déjà la foi, la fait, l'espérance, la conception du monde, une certaine généalogie du monde, c'est-à-dire n'importe quelle mythologie, elle va nous expliquer d'où on vient et où on va, n'est-ce pas? Et quand je parle de mythologie, je ne parle pas seulement de mythologie ancienne, grecque, latine. D'accord? Si on prend la mythologie du candomblé,
ou de l'Obanda aujourd'hui, vous voyez précisément la différence. Parce que les gens qui suivent pardon, les religions afro-brésiliennes ou africaines ou autres, ils croient à ces entités ou ils croient à leur façon de se manifester, c'est-à-dire qu'ils comprennent la réalité à partir de la manifestation de ces entités ou du contact avec ces entités. Donc, quand on parle de mythologie du candomblé ou de l'Ubanda, je ne parle pas de tout simplement imagination ou une foi qui n'a pas de contact avec la réalité. Donc, nous avons ici trois sphères, trois domaines différents qui peuvent ou pas se toucher. Donc, quand je parle de l'imagination, d'accord, nous parlons de réalité. Donc, nous avons une donnée un peu plus concrète, peut-être. Et quand je parle du mythique, du religieux, nous sommes dans un autre domaine qui est en contact avec le monde réel et la vie des personnes, avec la vie des gens. D'accord? Et finalement, oui, Daniel, elle a fini avec l'idée d'imaginaire, imagination et photographie de la réalité. Donc, comme je disais, l'idée de la fiction, elle nous permet d'aller au-delà de la réalité du monde, de la réalité humaine, de la réalité de notre vie, tout simplement. Et ce qu'on fait avec cette fiction, à l'université, dans un cours de littérature ou au niveau de l'enseignement des langues, la littérature, c'est une manifestation culturelle qui nous permet de connaître un peu plus la façon de penser, de vivre, d'aimer d'un certain peuple. N'est-ce pas? Ici, dans les cas, vous étudiez les français, vous allez devenir des profs de français. Donc, la littérature, elle entre ou elle intègre votre formation pour essayer de comprendre comment les Français pensent, imaginent le monde, leur vie, l'amour, la mort, etc. Et ça vous donne une possibilité aussi d'être en contact avec leur façon de vivre. La fiction peut être une façon de s'évader. Quelqu'un qui s'ennuie, par exemple, et se met à lire un livre pour ne pas penser à ses propres problèmes. C'est possible aussi. Aujourd'hui, dans le monde moderne, démocratique, libéral, si on peut dire un peu comme ça, la littérature aussi, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui lisent. Et les gens qui écrivent demandent de l'argent pour nous faire lire. Et on veut lire leurs livres et donc on paye pour les lire. Donc vous voyez, c'est une façon assez prosaïque de penser à la littérature en tant que profession libérale, n'est-ce pas? Des gens qui écrivent, des gens qui lisent. Et entre les gens qui écrivent, les gens qui lisent, il y a de l'argent. Mais quand même, il y a toute une communauté avec les professeurs, les critiques, les éditeurs, les journalistes, etc. Voilà. Et donc, pour finir avec cette idée de la fiction, ou pour simplifier un peu les choses, je dirais que la littérature, c'est un concept beaucoup plus large qui intègre théâtre, roman, poésie, autobiographie, biographie, lettres, essais, critiques, etc.
Quand on entre dans le domaine de la prose, nous avons une certaine façon d'écrire différente de la poésie. Quand on entre dans le domaine du roman, on peut avoir des récits fictionnels, autobiographiques, biographiques, autofictionnels. D'accord? Et dans la fiction, il faut penser que, ou peut-être la meilleure définition que j'ai à vous donner de fiction, c'est d'une certaine façon une réalité virtuelle. D'accord? Parce que peut-être vous associez, vous êtes dans la plupart ici, parmi vous, vous êtes assez jeunes et vous associez les mots virtuels à ce monde numérique, comme on dit en français. Ce monde de l'Internet, des choses qui ne sont pas des réseaux sociaux, etc. Mais je peux même chercher ici une définition de dictionnaire du virtuel pour vous donner. On a ici virtuel, adjectif masculin, c'est-à-dire irréel, fictif, possible, présumable. D'accord? Et peut-être aujourd'hui, quand on pense à ce monde numérique de l'Internet, le virtuel est beaucoup plus concret que la réalité concrète. Par exemple, si on pense à ces moments de confinement que nous vivons à cause de la pandémie de la COVID-19, le monde virtuel de l'Internet est beaucoup plus concret que la réalité du monde à l'extérieur de notre maison, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un bon critère de comparaison. Mais l'idée de virtuel, c'est-à-dire, je prends ici l'idée du possible. Et je ne vais pas faire l'opposition virtuelle ou le synonyme comme irréel, par exemple. Je préfère l'idée du possible. Donc, la fiction en tant que virtualité, c'est-à-dire que la fiction, c'est une possibilité d'un récit qui n'est pas concret, qui n'est pas effectif, mais au plan ou dans les plans discursifs, dans les plans textuels, il existe en tant qu'intention. D'accord? Et je m'arrête là dans cette divagation sur les romans, la fiction, la littérature, réalité virtuelle, etc. Et là, je vais entrer ici. Donc, je vais changer en fait l'écran ici. Pardon, j'aurais fait le partage d'écran ici pour vous expliquer quelque chose. Voilà. Donc ici, vous avez projeté sur l'écran ici, j'ai ce dictionnaire des genres et notions littéraires et c'est déjà disponible dans les fichiers introduction dans les archives de notre salle virtuelle. L'entrée de ce dictionnaire, roman, essai, typologie, essai de typologie. Si vous avez quelques pages de ce dictionnaire qui va vous raconter un petit peu l'histoire du concept du roman. Par contre, j'arrête le partage d'écran parce qu'en fait, j'ai c'est drôle parce que on parle de virtualité et en fait, c'est un livre virtuel, un livre numérique.
Et au lieu d'utiliser le PDF, je vais utiliser le livre sur Kindle. C'est pas ça. Laisse voir si c'est bien ça. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Sinon je peux faire comme ça, comme l'écran. Donc, voilà. Ouais, c'est bon. Par contre, c'est pas ce livre-là. Ça, c'est le livre de Panorama. J'entre ici dans la bibliothèque et voilà. Voilà. Dictionnaire des genres et notions littéraires. Ça va. Voilà. Et comme ça, ouais. Je crois que vous voyez bien, non? Peut-être je peux zoomer encore un petit peu. Je vérifie ici. Donc, je vais dire, ouais, voilà. Je crois que c'est bon comme ça. Vous arrivez à m'accompagner dans cette lecture. Avant de commencer d'entrer ici dans cette entrée de dictionnaire de termes littéraires, d'entrer un peu plus dans la définition de roman, est-ce que vous avez des questions? Ça va. Est-ce que ça a été clair ou est-ce que ça a été confus ou si je vous ai apporté trop d'informations aujourd'hui? Moi, c'est un peu beaucoup d'informations parce que je ne me rappelle pas de la littérature, Mhm. les, les définitions de littérature en général. Mhm. Mais C'est Isabelle qui ça parle, va non? bien. Oui, Isabelle Carré. D'accord. Oui, je sais, Isabelle, t'inquiète pas. Et parce qu'en fait, ici, nous sommes aussi dans une discussion d'introduction et d'une certaine façon un peu plus abstraite de la définition de littérature, des romans, etc. Mais je vais essayer quand même à partir de la semaine prochaine, de vous apporter, on va commencer déjà à entrer dans les romans des discussions, les romans que vous allez lire pour cette discipline. Et je vais remobiliser ces informations après, d'accord? Parce qu'ici, j'essaye de travailler aujourd'hui dans un plan plutôt théorique, plutôt philosophique autour de la définition de roman, mais ce sont des idées ou des conceptions qui vont devenir un peu plus claires pendant le semestre, d'accord? Oui. Je ne vais pas vous demander de résumer et de développer une définition des romans à partir de cette discussion d'aujourd'hui. D'accord? Mais j'essaye quand même de faire un brainstorming, comme on dit en français, aujourd'hui. Cette tempête mentale autour de cette définition. D'accord? Je sais que c'est un peu lourd, un peu surchargé, mais c'est juste le premier cours. D'accord? Il n'y a pas de raison de vous inquiéter à cause de ça. D'accord? Et donc, j'entre ici dans l'entrée de ce dictionnaire. Donc, nous avons ici essai de typologie. C'est une tentative de typologie d'organiser les types
des romans, n'est-ce pas? Et nous avons ici, tout au début, dans l'introduction, en apparence, une œuvre romanesque est un discours suivi. Suivi ici, pardon, voilà, je change la couleur. Je ne voulais pas changer toute la couleur, je voulais juste changer la couleur du mot, j'arrive pas ici. Mais discours suivi, ici, c'est plutôt dans le sens d'un discours structuré, organisé. D'accord? Et là, je vais revenir à cette discussion qu'on vient de voir. Quand je dis une œuvre romanesque, c'est-à-dire un roman, est un discours suivi, c'est-à-dire que ces discours, cette organisation discursive, textuelle, elle est structurée. C'est-à-dire, parce que nous avons parlé ici de fiction, des romans en tant que produit de l'imagination, de la créativité, etc. Cela ne veut pas dire que c'est un bordel complet. Même si nous avons certains livres, certains romans qui sont plus difficiles à comprendre, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des discours structurés. Quand je parle de discours structurés, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui raconte une histoire, pas toujours quelqu'un qui écoute cette histoire, parce que parfois nous avons un narrateur qui parle directement à nous et parfois il tout simplement raconte l'histoire sans s'inquiéter sur qui écoute, sur qui lit cette histoire. Nous avons d'autres romans dans lesquels les narrateurs racontent l'histoire à une autre personne présumée, n'est-ce pas? Par exemple, je peux prendre l'exemple de Dom Casmurro. Bentinho, il raconte son histoire. Peut-être on peut penser à une espèce de auto-analyse, mais d'une certaine façon, ou sinon, pour être plus clair, encore par rapport à Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Les narrateurs parlent directement avec nous. Après sa mort, il nous raconte son histoire de vie, n'est-ce pas? Et assez souvent, il fait référence à toi, lecteur. Donc, il y a un lecteur dans le texte de Brás Cubas, par exemple. Et encore dans cette idée des discours suivis, des discours structurés, il y a quelqu'un qui raconte, le narrateur, à quelqu'un qui lit ou qui écoute l'histoire. On va dire ici le lecteur. Nous avons déjà l'histoire elle-même, c'est-à-dire ce qu'il raconte. Nous avons les personnages de cette histoire. Peut-être c'est un seul personnage, plusieurs personnages, deux personnages, un couple. Ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être un objet aussi. Dans certaines expériences avant-gardistes, nous avons des personnages objets, je peux dire. Quoi d'autre? Nous avons les temps dans lesquels cette histoire est racontée. Ça peut être un temps linéaire ou un temps fragmentaire, ça peut être chronologique ou fragmentaire aussi, ou inversé. Ça commence par la fin et ça finit par les débuts. Nous avons l'espace, c'est-à-dire où cette histoire se passe, cette histoire racontée se passe. Donc, ça va dépendre effectivement de chaque roman, mais on est capable plus ou moins de décortiquer, de démembrer cette structure du roman. C'est ce qu'on va essayer de faire avec certains romans pendant ce semestre. D'accord? De penser à
personnage, temps, espace, narrateur, la focalisation du narrateur, c'est-à-dire de quelle façon ce narrateur raconte cette histoire. Est-ce qu'il est mêlé de l'histoire racontée, il participe de l'histoire ou il ne participe pas. D'accord? On continue. En fait, un roman est une forme littéraire construite à partir d'une réalité elle-même structurée. Cette réalité, on peut la considérer comme le monde réel. Et le monde réel, il est structuré selon notre perception. Je peux résumer un peu comme ça. Ou du moins que les romanciers perçoivent comme organisé. N'est-ce pas? Et quand je dis, pour vous donner un exemple ici d'organisation de cette réalité, on peut appeler l'organisation, la perception de l'organisation de la réalité comme une espèce d'idéologie, n'est-ce pas? Ou les lunettes avec lesquelles on regarde ou on voit le monde. Et pour vous donner quelques exemples, par exemple, selon un point de vue marxiste, le monde est organisé à partir de la lutte des classes et de l'exploitation de la force de travail, n'est-ce pas? D'un point de vue libéral, on va dire que le monde, en fait, c'est chacun est libre de faire ce qu'on veut. Les plus adaptés vont avoir du succès, les moins adaptés ne vont pas avoir du succès. Et on est chacun lancé au monde à sa sort, à sa propre sort. N'est-ce pas? C'est à chacun de se débrouiller pour avoir du succès et une capacité de vivre n'importe comment. D'un point de vue féministe, par exemple, le monde va être perçu comme une domination masculine pendant des années. Aujourd'hui, il y a une revendication légitime d'égalité entre hommes et femmes. D'accord? Là, je vous donne des exemples assez explicites des perceptions de l'organisation du monde. D'accord? Et vous voyez que si on met une féministe et un libéral pour discuter, il y aura des divergences au niveau de la réalité, n'est-ce pas? Vous savez, vous suivez, je suis sûr, vous suivez les débats aujourd'hui par rapport aux minorités, etc. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas, mais j'écoute les histoires de Big Brother au Brésil. Et là, il y a un débat, un débat racial, je dirais. Et pour certaines personnes blanches, ils ne vont pas comprendre le pays, le Brésil, comme un pays raciste, et d'autres, de Noirs, vont le dire non, le racisme existe. Donc, l'organisation de la réalité par ces gens avec des perceptions différentes va nous donner dans la littérature aussi cette organisation différente de la réalité, n'est-ce pas? Par exemple, une autre possibilité de divergence de réalité, c'est si on demande à un homme et à une femme si la ville dans laquelle ils vivent est violente ou pas, n'est-ce pas? Parce que en tant qu'homme, moi, par exemple, je me balade le soir dans la rue sans avoir peur. Pour une femme, ce n'est pas pareil. Donc, vous voyez que la perception de la réalité, elle va s'organiser de manière différente. Et la réflexion, le reflet, c'est, pas la réflexion, mais le reflet, ce reflet pourra être vu dans un roman aussi, n'est-ce pas? Si on perçoit la réalité de manière différente, les romans en tant que photographie, comme vous avez dit, de la réalité,
il va structurer aussi la réalité de manière différente. Raison pour laquelle on peut avoir des romans écrits dans une même période de temps historique avec des visions de monde différentes, n'est-ce pas? Donc, on continue ici. Un groupe social, un problème ou un cas psychologique, un événement historique, un fait divers. Fait divers, on va parler de faits divers dans le roman Chanson douce. C'est un reportage ou quelque chose qui s'est passé dans la société qui est raconté dans les journaux. D'accord? Une espèce de notícia de jornal, n'est-ce pas? Un fait divers, une biographie peuvent être les matrices d'une œuvre de fiction. Donc, ce qui est important à retenir ici, l'objet ou le sujet du roman, il n'y a pas de restrictions. Ça peut être l'histoire d'un groupe social, d'un problème ou d'un cas psychologique, d'un événement historique, un fait divers, une biographie, etc. Donc, peu importe l'histoire racontée. Les romans, comme je vous ai dit, on ne peut pas définir les romans à partir de ce qu'ils racontent. D'accord? Par exemple, quand on parle de poésie lyrique, on parle de expression des sentiments subjectifs, n'est-ce pas? Assez souvent. Je ne vais pas problématiser là-dessus. La poésie lyrique, de manière simple, elle est comprise, elle est entendue comme l'expression écrite, évidemment, suivant la forme du vers, le rythme, la rime, etc. Mais à la base, c'est l'expression des sentiments subjectifs. L'amour, la peur de la mort, la passion, l'ennui devant ou face à l'existence, l'observation de la nature, les sentiments, etc. Par rapport au roman, non. On ne peut pas définir le roman à partir de, on va dire, du contenu de l'histoire racontée. OK? Voilà. Je continue ici. Les formes romanesques, là, on ne parle pas de contenu, mais de formes. Les formes romanesques se développent souvent en fonction de modèles qui sont déjà eux-mêmes littéraires, car ils correspondent à certaines pratiques culturelles d'une époque. Par exemple, je vais vous donner, je peux vous montrer ici, voilà. Mardi, je vous ai montré, là nous sommes dans les programmes des cours, n'est-ce pas? Non, c'est pas ici. Voilà. Je vous ai montré ici que j'ai l'intention de faire un aperçu historique de certains romans les plus importants, peut-être, ou assez connus de l'histoire du roman français. Et parmi ces romans, nous avons ici Montesquieu au XVIIIe siècle, pardon, avec les romans Lettres persanes. Et je vous ai dit mardi que ce roman, c'est un roman épistolaire, comme c'est bien marqué ici. Et un roman épistolaire, c'est-à-dire c'est un roman en lettres. Les romans, l'histoire du roman, elle est construite à partir de l'échange de lettres entre personnages. Nous n'avons pas la figure d'un narrateur. Et pourquoi je reviens à cet exemple? À cause de cette définition ici. Les formes romanesques se développent souvent en fonction des modèles qui sont déjà eux-mêmes littéraires, car ils correspondent à certaines pratiques culturelles d'une époque. Aujourd'hui, par exemple, on n'échange pas tant que ça des lettres.
On échange de messages WhatsApp, SMS, email, messages audio, etc. Par contre, les échanges de lettres à cette époque, elles étaient assez importantes. Raison pour laquelle elles entrent dans l'imaginaire et dans ce contexte littéraire de l'époque, et ça devient une forme du roman. Aujourd'hui, surtout dans la modernité, on parle beaucoup de l'individualité, de l'individualisme, de l'égotisme, égoïsme des gens. Et avec les réseaux sociaux, avec certaines plateformes comme Instagram, nous avons une espèce de hyperinflation de l'auto-image, n'est-ce pas? Certains profils qu'on regarde sur Instagram, par exemple, il n'y a que des photos selfies de la personne elle-même, n'est-ce pas? Et on peut associer ce fait à, par exemple, au récit autobiographique, n'est-ce pas? Parce que si avant, on faisait un roman sur un personnage exemplaire, aujourd'hui, on considère nous-mêmes comme les personnages exemplaires. Mon expérience personnelle est digne d'être racontée dans un roman. Et là, on arrive à un roman, à un récit, pardon, comme celui-là, l'événement de Nathalie Sarraute. Donc, elle va raconter sa propre vie. D'accord? Et donc, ça, juste pour vous dire que d'accord. Non, c'est juste parce que j'ai reçu un message ici sur mon portable des données de mon forfait, de mon téléphone. Mais c'est bon, ça va. Voilà, donc, en fait, les romans peuvent utiliser tous les genres de discours, c'est-à-dire dialogue, monologue intérieur, discours à la troisième personne, discours direct, indirect libre, et surtout la plupart des langages d'une société à une époque donnée. Si on prend les romans plus contemporains, on va retrouver un certain langage numérique, un langage d'Internet, etc. C'est-à-dire, les romans est un genre littéraire assez ouvert pour incorporer les langages contemporains. D'accord? Voilà, dans cette même idée, les romans peuvent absorber les langages et s'établir sur n'importe quelle structure de la réalité sociale ou psychologique, c'est-à-dire, par exemple, la réalité psychologique. On peut avoir un roman qui raconte dès l'extérieur une maladie mentale, mais on peut voir aussi un roman qui raconte dès l'intérieur l'expérience d'une maladie mentale. Et ça peut être présent dans la dissociation, par exemple, du langage. Ça devient de plus en plus confus, on n'arrive pas à comprendre, et quand on s'aperçoit, en fait, c'est le personnage ou le narrateur qui commence à se perdre ou quelque chose comme ça. D'accord? J'ai un exemple comme Esplendor de Portugal, un roman de António Lobo Antunes, l'écrivain portugais. Il y a 3 points de vue de 3 personnages différents et un des personnages est épileptique. Il a de l'épilepsie. Et on peut reconnaître dans son langage la présence de l'épilepsie. D'accord? C'est assez intéressant. Et évidemment que certains choix comme celui-là, il va se montrer esthétiquement dans les langages. D'accord? Évidemment, s'il s'agit d'un bon écrivain.
S'il ne s'agit pas d'un bon écrivain, peut-être l'intention est la meilleure, mais les résultats romanesques n'est pas très bon. D'accord? Ça, c'est important à dire aussi. Et pour ceux qui ont déjà été mes élèves, vous savez que moi, je n'épargne pas les écrivains, même les plus célèbres. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais parfois, c'est pas bon, mais il faut étudier quand même. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que c'est de la grande littérature qu'il faut reconnaître comme bon. Et parfois, c'est pas très bon au niveau esthétique, mais parfois, en tant que littérature politique, il y a une valeur reconnaissable, n'est-ce pas? Donc, la multiplicité, la plasticité formelle suscitèrent maintes tentatives pour classer les romans selon leur sujet, leur thème, leur ton. C'est ça. En fait, pour résumer ça, les romans seraient un genre littéraire indéfinissable en quelque sorte. Surtout si on considère le sujet, le thème ou les tons, n'est-ce pas? Il y a une certaine forme respectée quand même. Laissez voir ici s'il y a d'autres choses de relevance, parce que ici, nous avons des types romanesques. Le roman picaresque, c'est un roman d'aventure. Les romans de formation, c'est un type de roman dans lequel on suit la formation d'un personnage depuis son enfance à l'âge adulte. Les romans historiques, il va reproduire un moment historique de manière romanesque. On prend des personnages historiques. D'une certaine façon, le roman Soumission de Michel Houellebecq qu'on va travailler dans ces cours est une espèce de roman historique, mais fictionnel, parce qu'il parle d'un temps futur, mais avec certains personnages existants réellement dans la société française aujourd'hui. D'autres, ici, nous avons les romans policiers, les romans feuilletons, les romans documents. Ces romans documents, par exemple, d'une certaine façon, c'est comme les romans, assez souvent les romans témoignages, c'est-à-dire tous les romans des survivants de l'Holocauste, par exemple, dans lesquels ils racontent leur expérience de la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale. Et d'une certaine façon, on peut dire aussi un roman document comme Dora Bruder, qui sera objet de certaines dissertations dans ces cours, parce que c'est un récit de l'écrivain à partir de certains documents d'une jeune fille disparue pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. D'accord? Et je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. J'ai trop parlé, en fait, excessivement, à vrai dire. N'est-ce pas? Par contre, là, nous sommes 14 personnes en tout. Ouais, voilà. L'objectif aujourd'hui, c'était pas de vous apporter une réponse définitive sur la définition des romans, mais plutôt de vous poser des questions et de vous faire réfléchir sur la difficulté et les particularités de ce genre littéraire qui est le roman ou le récit. Pour répondre à la question de Daniel tout à l'heure, si on considère le mot récit, on va dire que le roman fait partie de l'idée du récit. Récit, c'est une idée encore plus large. Et sinon, c'est ça. Et la semaine prochaine, on va encore être dans
les niveaux de l'introduction et je vais vous parler de manière un peu plus précise de la structure du roman, de la structure théorique, n'est-ce pas? Et cette structure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Narrateur, personnage, espace, temps, l'histoire, style, etc. Parce que ce sont les outils, les instruments nécessaires pour lire, comprendre et analyser un roman. D'accord? Aujourd'hui, j'ai parlé de manière assez large, philosophique, divagative. Je ne sais même pas si ça existe dans les dictionnaires, mais à partir des divagations, pour vous donner une idée philosophique, en quelque sorte, du roman. La semaine prochaine, on va entrer dans une structure possible, théorique du roman. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Ou on termine là, ou on finit là aujourd'hui? Thales, tu as des questions? Écoutez-vous, non? Non, Ah oui. maintenant, je t'écoute. Ok, qu'est-ce qui se passe? Que aujourd'hui, j'ai commencé à travailler. Je suis redonné mon travail présentiel parce que je travaille au ministère d'économie et c'est les mêmes horaires du cours. Je ne sais pas si je vais continuer à faire les cours, mais je vais parler avec les gens de mon travail et j'ai randonné à parler avec vous. Ok? D'accord, d'accord, d'accord. Mais Thales, comme je dis ici dans les débuts du cours, dans ce système de cours à distance, je vais enregistrer tous les cours comme je l'enregistre aujourd'hui. Si tu veux continuer comme c'est dans la résolution de l'ONB, pour moi, il n'y a aucun problème. Ok, ça va. Je vais Si tu regarder. veux continuer, ouais. Et comme je l'ai fait le semestre dernier, pour ceux qui ne vont pas suivre les cours de manière synchronique, vous pouvez regarder les cours après, quand vous voulez, me poser les questions, m'envoyer les questions et j'essaye de répondre dans les cours suivants ou dans une vidéo, etc. Donc, c'est une possibilité d'avoir un dialogue, une discussion de manière asynchrone ou asynchronique. D'accord? Donc, réfléchissez ou réfléchis toi-même, tu décides ce que tu veux faire, en fait, mais ce que je vais vous exiger, c'est la remise des exercices écrits. Okay. D'accord? Si, voilà, si vous n'êtes pas capable, je veux dire, pas capable dans le sens, si vous ne pouvez pas être présent dans les cours synchrones, ce n'est pas grave. Vous aurez les cours quand même après. Et pour les questions, je suis toujours ouvert. Je vous répondrai après, etc. D'accord? Okay, Et tout. ça va, merci. C'est ça que je vais regarder parce que, par exemple, aujourd'hui, je suis seul ici. Alors, je pourrais participer du cours, mais je vais regarder ça pour les semaines prochaines. Ça va? D'accord, d'accord. Alexandre, tu veux me poser une question? Non, pas de question. Ah, d'accord, parce que ton micro, il est ouvert ici. D'accord, donc pas de questions, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Et donc, dans l'onglet, dans les archives de la salle virtuelle sur Teams, vous retrouvez le fichier introduction et dans ce fichier, vous retrouvez les textes que j'ai utilisés comme base pour ces cours d'aujourd'hui. D'accord? Si vous voulez regarder, si vous voulez lire comme des lectures complémentaires selon vos intérêts, les textes seront disponibles. Pour la semaine prochaine, je n'ai pas encore mis les textes de la semaine prochaine, mais ce sont les textes qui sont dans les programmes ici, genre Todorov, Tadier,
Jeannette, et je vais je vais faire le téléchargement, je vais télécharger ces livres-là sur le fichier introduction. C'est pas obligatoire. Par contre, comme je vous ai dit mardi, je vais faire un autre fichier, série Princípios. C'est une série de 4 livres de lecture facile. Ce sont des livres courts en portugais pour vous donner cette idée de, en portugais, enredo, personagem, tempo, espaço, etc. D'accord? Pour vous donner ces outils de compréhension et analyse du roman. D'accord? Ça va? Ok. Donc, je vous remercie. J'arrête là l'enregistrement du cours. Si vous avez des questions concernant vos inscriptions, c'est-à-dire des questions au coordinateur, vous m'écrivez sur le chat et puis je vous réponds ça dans l'après-midi. D'accord? Pour des questions concernant les cours d'aujourd'hui, si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là. D'accord? OK. D'accord. Merci, professeur. Merci. Merci. Je vous dis Daniel, au revoir. Oui. Juste une question. Pourquoi il y a des profs qui n'aiment pas qu'on les appelle professeurs? Ils préfèrent monsieur. Ah, tu dis en français ou En ici? français. En français. C'est quoi la question? Je crois que c'est plutôt une distinction de formalité. Et c'est à cause que je te connais, n'est-ce pas, professeur? Toujours nous sommes à la secrétaire, au bureau. Oui, mais je pense que la question de Daniel, c'est plutôt dans les contextes de langue française et pas entre nous. Parce que Daniel, ici, à l'UNB, c'est drôle parce que entre professeurs, par exemple, dans les réunions, on s'appelle professeur aussi. Et moi, je trouve ça un peu bizarre parce que certains professeurs, je les connais bien et je préfère les appeler par leur nom. Et assez souvent, genre, ah oui, comme a dit professeur Daniel tout à l'heure, et moi, je dirais tout simplement comme Daniel a dit, voilà. Mais dans les contextes français, je pense que messieurs, ça garde la distance. Cette distance que les Français aiment bien. Raison pour laquelle les professeurs appellent les élèves aussi monsieur, madame. Dans un contexte universitaire. Mais vous préférez monsieur, professeur? Comme vous voulez. Si vous voulez m'appeler juste Daniel, c'est bon. Si vous voulez dire prof, professeur, messieurs, ça va. J'ai dit ça parce que pour moi c'est mieux tutoyer tous les gens, principalement en contexte de l'UNB. Ça va, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime les Québécois. Les Québécois, ils vont toujours tutoyer. Voilà. Et dans les contextes du Parti socialiste, le PS français, c'était le parti de l'ancien président François Hollande, il se tutoie aussi. Même dans les réunions, les événements du gouvernement, ils se disent tu. Le parti républicain, par exemple, ou le parti d'Emmanuel Macron aujourd'hui, La République en marche, ils se vouvoient. D'accord? Donc, le Parti socialiste, il a ses côtés camarades, n'est-ce pas? Donc, il garde moins de distance, il se tutoie. Sinon, dans le contexte universitaire français, on se vouvoie et on s'appelle par le nom de famille. D'accord? Par exemple, Daniel, ton nom de famille, c'est Freitas, c'est ça? Non, moi, non. Oui. Bernardes Pimenta. Non. Ah, Bernardes Pimenta.
Dans ces cas, je t'appellerai Madame Pimenta. Voilà. Et Non, c'est toi, juste parce que je me suis fait taper sur les mains à cause de ça et je suis un peu agacée. oui. Dans le contexte du cours à distance, bon, enfin, c'était juste parce que c'était arrivé 2 fois avec 2 professeurs différents. Et je comprends les formalismes, mais pas au point de me faire prendre des notes à cause de ça, si on peut dire d'une façon plus métaphorique, mais c'était juste, j'aimerais avoir ton opinion sur ça. D'accord. Mais je vais faire attention parce qu'il faut, s'il m'a demandé, donc il faut respecter. Donc, on va le faire. Pour te donner des noms, et je pense que ça dépend un peu de l'allure, de la posture du professeur. Oui. Par exemple, le professeur Sidney, à mon avis, il est beaucoup plus jovial qu'un professeur comme René ou René. Moi, je ne vois pas, même en portugais, appeler Sidney Senhor. Ouais. J'ai une proximité avec Sidney et c'est toujours très proche. Avec René, peut-être, moi, je pourrais être, même en portugais, lui dire ah oui, au senhor, quelque chose comme ça. Tu vois? Mais j'appelle lui de père. Je dis mon père, mon père. René ou Sidney? Ouais. René? Non, Sidney. Ah, Sidney, Sidney, d'accord. parce que je suis sélectionné pour aller à La Rochelle, l'université de La Rochelle. Ah, alors, j'ai toujours parlé avec lui sur ça. il C'est beaucoup habitait de à La choses. Rochelle, n'est-ce pas? Il a étudié là-bas, non, il a été professeur là-bas, n'est-ce pas? Oui. Mais c'était justement Sydney qui m'a tapé sur les mains. Ah, d'accord. Tu vois. Mais voilà, on n'est pas très proches comme ça, donc. Ouais. Mais c'est pas une chose qui m'a blessée, c'est pas ça. Mais c'était juste parce que je garde dans ma mémoire et René a aussi parlé. On n'appelle pas le professeur on n'appelle pas le professeur de professeur, on appelle de monsieur, donc d'accord. Mais on fait des blagues pendant les cours, donc je comprends pas la formalité. Oui. Mais non, par rapport à moi, t'inquiète pas. Non, avec toi, je suis tranquille. Ouais. Mais c'était juste mon orgueil. Ça se passe avec moi aussi. Quand est une étrangère, généralement, je lui demande si je pourrais tutoyer ou non, comme ça. Ouais. Et moi, avec mon esprit folião, é só chamar que eu vou. Donc, comme tu veux, tu m'appelles comme tu veux. Ça va. D'accord. Donc, je m'arrête là parce que je commence les cours de panorama tout de suite. D'accord. Merci, professeur. Merci tout le monde.